Vostra. On travaille très bien ces réseaux en fait. Tu vois, sur Facebook, on est très attentif à publier des posts liens et des contenus natifs parce qu'on sait que les contenus natifs vont favoriser le reach. Je pense qu'il y a peu de médias qui le font de cette manière-là. Sur Instagram, on est super fort aussi. Bon, ça, c'est très lié au positionnement de nos marques. Mais AD, on a plus d'1 million de followers sur Instagram. Bienvenue dans Mediarama, le podcast du futur des médias. Je suis François Desfossés et chaque semaine, je rencontre des entrepreneurs, des têtes penseuses et des experts de la galaxie média. Ce podcast est proposé par Cosa Vostra, agence de conseil tech et créative. Retrouvez-nous sur cosavostra.com. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mediarama. Alors que nous sommes en pleine Fashion Week à Paris, le timing était parfait pour échanger avec le groupe de presse le plus glamour de la place, Condé Nast. Et pour échanger avec moi aujourd'hui, je reçois Violaine Degas, la directrice du développement stratégique et de l'innovation de Condé Nast France. Violaine, bonjour. Bonjour François. Et bienvenue. Alors je vous rassure, vous êtes bien sur Mediarama et donc on ne va pas trop parler de mode, c'est pas le sujet, Violaine aussi je te rassure, mais plutôt essayer d'en savoir plus sur la maison Condé Nast France, le positionnement premium à l'épreuve des challenges de 2021, on va parler de diversification et d'innovation. Violaine, toi, ton parcours, il est encore une fois, ça va être assez rapide, mais tu es arrivé dans les médias sur le tard un peu. Tu as plutôt un profil d'agence, tu es passé par RAPP. Alors, je sais pas si on dit RAPP ou RAP d'ailleurs. RAP, tu vois, là, c'est ma faute, je fais beaucoup d'erreurs, mais c'est pas grave. Et Ogilvy. C'était une envie d'arriver dans les médias, c'était par pur opportunisme, tu as vu une annonce, comment ça s'est fait ? Écoute, c'était plutôt une opportunité. En fait, j'ai travaillé à mes tout débuts chez RAP, justement, avec Xavier Romatet, qui a été président de Condé Nast. Et donc, c'est Xavier qui m'a parlé de ce poste et ça s'est fait comme ça. D'accord. Puis j'imagine aussi que ton profil d'agence les intéressait pour apporter peut-être d'autres réflexes. Tu étais directement sur le développement stratégique et l'innovation quand tu es arrivé ? En fait, quand je suis arrivée, j'avais un poste beaucoup plus transverse sur le digital. Donc, je suis arrivée il y a 5 ans. Ouais. Donc, il faut repartir 5 ans en arrière. Donc j'avais un poste plus transverse sur le digital et en effet assez différent de mon poste actuel parce que j'étais plus sur des problématiques aussi en relation avec les annonceurs. Je m'occupais du Creative Studio, je m'occupais de... Voilà, c'est ça, tu avais un peu l'expérience là-dessus, de parler avec les annonceurs et les marques. Voilà, et c'est d'ailleurs assez marrant de voir l'évolution du parcours chez Condé Nast parce que du coup aujourd'hui je fais quelque chose de totalement différent. Je travaille beaucoup plus avec les rédactions. Beaucoup plus sur les sujets d'audience, plus sur ce qu'on appelle le consumer revenue chez nous. Ouais. Donc, plus du tout... beaucoup moins l'autre en tout cas ligne de sur le revenu publicitaire. Annonceur. Ouais. Mais c'est lié à des changements d'organisation chez nous aussi. Aujourd'hui, on a regroupé tous nos commerciaux dans une seule équipe, sous forme d'une régie un peu. Donc voilà, les choses sont organisées différemment. D'accord. Et alors, c'était pas le sujet, mais donc justement sur la régie, parce que c'est toujours un sujet quand même qui m'intéresse, vous vendez l'ensemble de votre inventaire, passe par cette régie qui est une régie donc Condé Nast. Vous faites que du Condé Nast. Tout à fait. D'accord. Ça c'est bien aussi, c'est un peu une maîtrise quand même de ces produits, surtout sur des magazines ou des titres un peu premium. Pour resituer quand même Condé Nast en France, pour ceux qui connaissent pas, donc en France c'est 5 magazines ? Alors, en France, c'est Vogue Paris, ouais. GQ France, Vanity Fair et AD. Qui est Architecture Digeste, cette référence dans l'architecture. Exactement, et dans le design. Et dans le design, versus Condé Nast International, qui est, alors je crois que je l'avais noté, mais qui doit avoir quelque chose comme une petite trentaine de titres, etc., qui est quand même un gros groupe. Hein. Je vais me mettre un peu quand même en lumière. Alors, quelques chiffres qui sont tirés de la page Wikipédia, hein, donc ils sont censés être vérifiés, en tout cas aussi vérifiés que peuvent l'être Wikipédia, mais 1 milliard de vues de vidéos par mois. Vous touchez 88 millions de lecteurs sur le papier, qui est quelque chose d'encore
très important chez Condé Nast. 427 millions de personnes vous touchez sur le digital et 423 millions sur les plateformes sociales chaque mois. Donc c'est quand même un énorme groupe, Condé Nast International. C'est un énorme groupe. Condé Nast est présent dans 32 marchés. Ouais. Donc c'est vrai qu'on a dans notre ADN cette dimension internationale qui est très forte. Et c'est certainement aussi ce qui nous distingue d'autres groupes médias en France. Oui, parce que c'est effectivement, si on regarde, j'ai pas tout en tête, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de groupes qui sont franco-français ou qui ont une espèce d'indépendance, avec peut y avoir des actionnariats, mais là on sent vraiment, c'est Condé Nast, international, Condé Nast France, avec cette logique un peu de franchise que vous appelez peut-être pas des franchises en interne, c'est peut-être pas le même terme, puisque c'est justement ce groupe. On reviendra un petit peu là-dessus tout à l'heure. Effectivement, tu disais 32 marchés, donc c'est plutôt des licences un peu partout dans le monde. En France, tu as quelques chiffres d'audience sur vos titres ? Oui, bien sûr. Donc, d'audience numérique. Ce qui t'intéresse, que tu souhaites mettre en avant. Alors évidemment, les audiences sur le print, il faut aussi être... on le connaît, hein, c'est même pas un secret de polichinelle. Le print baisse en France chez tous les acteurs. Est-ce que c'est plus particulièrement vrai chez vous sur une presse un peu féminine, lifestyle ? Alors justement, c'est un point intéressant parce que sur la diffusion, donc print, la diffusion 2020, on va dire, on a 2 titres qui sont en progression. D'accord. Sur la diffusion individuelle, que c'est Vogue et AD. D'accord. Donc, contrairement aux idées reçues, le print baisse, mais c'est pas tout le temps le cas. Et alors, tu saurais dire rapidement pourquoi ces deux-là, est-ce que c'est par rapport aux équipes, est-ce que c'est l'appétence du public, le contenu ? Pourquoi 2 sont en progression et pas les autres ? Je pense que c'est 2 titres qui sont très clairs sur leur positionnement éditorial. Et un positionnement éditorial qui a peu évolué ces derniers temps. Ce qui fait que c'est un peu repère phare dans un marché. Clairement, Vogue, c'est la mode, Ouais, la mode. AD, très très fort sur ce regard particulier qui porte sur le design, l'architecture, la décoration, on en parlait tout à l'heure. Et ils ont un positionnement qui est différent de leurs concurrents, qui est très marqué en termes de différence. Et du coup, je pense que ce côté très proche de leurs racines et de leur ADN, c'est une énorme force. C'est une énorme force. Les marques sont très fortes. Quand on voit l'attachement des lecteurs à ces titres, aux marques, c'est impressionnant. Donc, je pense que c'est vraiment ce lien avec ça les qui lecteurs. fait. Et c'est un peu ça, ce positionnement premium dans le marché qui fait la différence. C'est un peu ça la spécificité de Condé Nast, si tu devais définir un peu la spécificité par rapport à d'autres éditeurs, parce qu'on pourrait de l'extérieur dire c'est de la presse déco et féminine, comme pouvait l'être comme peut l'être un Mondadori ou Prisma. Qu'est-ce qui vous distingue ? Alors oui, le côté premium nous distingue très clairement, mais premium c'est assez large, hein, tu vois. Oui, qu'est-ce que ça veut dire premium ? Donc on a un lectorat qui est très CSP+, donc on a des spécificités sur nos audiences, sur notre lectorat. Et après, dans notre manière de faire, je pense qu'on est très différent des autres. C'est-à-dire qu'il y a une créativité, il y a une attention portée à la qualité du contenu qui est super forte. Après, je connais mal Prisma et Mondadori, donc je ne sais pas comment ils fonctionnent. Mais c'est vrai que chez Condé Nast, cette créativité, cette expertise, ce regard très particulier et cette volonté, tu vois, à chaque fois de cultiver cette différence, c'est une particularité hyper forte. Et cette attention, elle est portée à l'écrit, aux enquêtes, aux interviews, etc., au visuel. On a des marques qui sont super fortes visuellement, donc il y a beaucoup d'attention portée au stylisme, au shooting, etc. Ça se transmet aussi sur d'autres formats, sur de la vidéo, sur du podcast, etc. Et ça, c'est, je pense, une vraie particularité. Il y a un côté, chez Condé Nast, très créatif, assez artisanal dans le sens noble du terme. Je pense que c'est aussi des points de... C'est marrant parce que c'est des points de similarité avec nos annonceurs. On a énormément d'annonceurs dans le domaine du luxe, de la mode, et on retrouve des valeurs très communes, en fait, dans la manière de faire. Un peu artisanal, très haute qualité, etc. Et ça, alors effectivement, tu dis que tu connais moins bien les Mondadori, Prisma, mais c'est vrai qu'on est dans un marché que je disais un peu mainstream, où c'est devenu la presse un peu une commodité. Vous réussissez vis-à-vis de vos annonceurs, vous continuez à réussir de vous
distinguer, etc. Ils sentent un peu ce positionnement, parce que tu peux être, ce que je veux dire, c'est que dans une économie qui va un peu mal, tu peux être tenté justement à un moment donné de réduire les coûts. Enfin, c'est quand même quelque chose dont on parle beaucoup dans les médias. Vous réussissez à maintenir ce standard qui fait que vous êtes toujours spécifique dans le marché. Tu sens que cette promesse-là, elle est toujours tenue? Elle est complètement tenue. Elle est complètement tenue. Elle est tenue vis-à-vis des annonceurs, mais surtout, elle est tenue vis-à-vis des lecteurs. Ça, vous l'avez dans des retours, des feedbacks de vos lecteurs, d'abonnements, etc. Oui, et puis du coup, j'ai pas terminé sur les audiences. Ouais, exactement. Quand tu vois que dans le contexte 2020, on a des marques qui augmentent leur diffusion individuelle, donc la vente en kiosque, avec le nombre de kiosques qui baisse drastiquement. Nous, on est très fort dans les relais enfermés. Ouais. Donc, quand tu vois des signes comme ça, pour moi, c'est vraiment la preuve que la promesse éditoriale, elle est complètement tenue. Qu'est-ce que ça aurait été si vous aviez eu tous les relais ouverts, etc. Non, mais c'est bien, c'est une belle performance, parce que je pense pas qu'il y ait beaucoup de presse qui, à part des petits ovnis comme Society, etc., qui sortent des beaux numéros. Je pense pas qu'il y ait eu beaucoup de titres papier qui ont été en croissance en 2020, qui était une année, comme on l'a dit, effectivement hyper compliquée pour tous. Comment, puisque là, donc, on voit toujours Condé Nast International, Condé Nast France, je disais à peu près 26 titres aux US, 5 titres en France. Les plus récents qui ont été lancés, c'est GQ et Vanity Fair. Je me souviens, on en avait vraiment beaucoup parlé. T'étais déjà là? Non, toi, je pense que t'es arrivé un peu après Vanity Fair. Ça devait être il y a 6-7 ans ou 7 ans, Ouais. 7-8 ans, je sais plus. Moi, je suis arrivée il y a 5 ans, donc je suis arrivée après les lancements. D'accord. Mais tu saurais dire quand même comment ça s'est passé, en fait, l'histoire en interne, comment ça se passe, le lancement d'un magazine comme ça? Écoute, on est toujours en train de se poser la question de lancer des nouvelles marques, puisque c'est vrai qu'on a moins de titres en France que dans d'autres pays. Alors, les US, c'est quand même l'extrême en termes de nombre de titres. Ouais. Mais je pense que ça se passe comme à peu près partout. C'est-à-dire qu'on étudie. On étudie si on a un lectorat qui pourrait être appétant au lancement d'un titre. On réfléchit au business model, bien sûr. Ouais. Et c'est sur des bases de ce type-là, en fait, qu'on décide ou pas de lancer un titre. Donc moi, depuis que je suis arrivée chez Condé Nast, on a étudié le lancement de Wired. Voilà, je me l'étais noté, évidemment. c'est le titre qui n'a jamais été adapté, ou spontanément, j'ai l'impression que ça aurait du sens d'avoir un Wired en France. Pour l'instant, Wired, il est encore un peu en train de chercher son modèle, même dans d'autres pays sur lesquels il est très bien installé. Aux US, aujourd'hui, le consumer revenue, donc le côté affiliation, paywall, etc., fait que Wired s'en sort plutôt bien. Donc peut-être que ça reviendra à l'ordre du jour. D'accord, c'est jamais fermé définitivement les dossiers. C'est jamais fermé définitivement, bien sûr. Et comment ça se passe en interne, quelqu'un se dit tiens, j'aimerais rouvrir le dossier, là c'est par curiosité, qu'est-ce qui fait que demain par exemple on peut réouvrir le dossier Wired? C'est quelqu'un en interne qui se dit tiens, vous y avez repensé, je peux regarder les chiffres, ou c'est à l'occasion d'un rapport que vous avez des US ou voir que ça marche bien et on se repose la question en Comex? En fait, c'est plus des plans stratégiques qu'on établit. Donc, on a travaillé d'ailleurs pour 2021. On s'est posé la question du lancement de certaines marques, pas Wired en l'occurrence, mais bon, pourquoi pas pour 2022. Donc voilà, c'est des plans. Et puis après, c'est des discussions avec l'international. C'est des priorités qu'il faut qu'on mette aussi sur des sujets. Donc l'idée, c'est aussi de ne pas trop s'éparpiller. Donc de rester assez focus et de réussir des choses. Donc ça, c'est hyper important parce qu'on peut être vite tenté de faire plein de choses quand on a un portefeuille de marque comme celui de Condé Nast. Non, c'est clair. Et l'idée, c'est déjà d'amener nos marques actuelles à un certain niveau d'audience numérique, de remonter la diffusion, de business model, de profitabilité, avant d'aller ouvrir d'autres ressources. Sur d'autres, C'est vrai que tu parles de la tentation, parce que tu peux te dire, nous on est un peu entrepreneurs en disant je prends Wire, je passe peut-être pas sur du papier, mais je lance le site, j'ai du contenu qui m'arrive que je peux traduire, etc. Il y a peut-être assez vite moyen de faire de l'audience numérique et de la pub, etc. Mais je comprends la question du focus qui est ultra importante dans le business, quoi. Je pense que c'est un des points les plus importants.
savoir bien faire les choses avant de faire. Et savoir ne pas s'éparpiller, savoir ce qu'on arrête de faire aussi. C'est dur parfois comme décision, c'est très dur. mais c'est ce qu'il y a de plus dur, dire non, etc. Et se dire, pas tout de suite, même si on peut être tenté, toujours un peu le côté shiny d'un lancement, etc. Ça, je peux le comprendre. Donc, un lancement en 2021 de votre titre ? Pour l'instant, c'est pas entériné. Alors, on est dans une situation un peu particulière qui est que là, on est déjà, on a plein de leviers de transformation chez Condé Nast France. On a, comme tous les médias, je pense, la transformation numérique qui n'est pas nouvelle et qui est en train de s'accélérer, qui s'est énormément accélérée en 2020. On pourra y revenir. On va y revenir, ouais. On a des gros changements aussi dans nos business models, comme tous les médias d'ailleurs. L'année 2020, c'est quand même une année qui a été difficile en publicité, donc on est allé chercher d'autres leviers de revenus, donc c'est toute la diversification. Donc voilà, il y a beaucoup de travail autour de ça. Et puis on a aussi, nous, ce mouvement d'une nouvelle organisation et d'une nouvelle intégration entre le global et le local. C'est un gros changement aussi culturel, un gros changement organisationnel. Donc je pense que tant que tout ça n'est pas complètement atterri, clair, guillemets, atterri et maîtrisé. Ça, voilà, il faut en passer par là avant de se dire est-ce que je lance des nouveaux nouvelles projets, etc. Ça arrivera, mais ça arrivera dans son temps et ça arrivera une fois qu'on sera aussi bien au clair sur comment on fonctionne. Il y a un côté un peu bon père de famille chez Condé Nast où on fait un peu attention. C'est une entreprise familiale. C'est une entreprise familiale, c'est important de le rappeler. Donc, ce qui fait que parfois, et alors là c'est un peu pour te provoquer, vu de l'extérieur, ça peut être un peu, non pas dynamique, mais un peu, bouger peut-être un peu moins vite que, je vais prendre l'exemple extrême d'un Reworld, pour plein de raisons. Il y a énormément d'innovations techno, ils sont très visibles. Condé Nast, t'as l'impression que ça bouge un petit peu moins vite, mais c'est peut-être justement pour ce côté un peu bon père de famille où on prend le temps de faire des décisions mûrement réfléchies. Ça, tu le sens ? Je pense que nos facteurs d'accélération, ils sont complètement différents. Tu vois, par exemple, si on parle du sujet de la tech, aujourd'hui, on est dans une phase où on est en train de faire migrer tous nos sites sur des plateformes internationales et qui sont les outils des US et les plateformes des US. Donc, ça prend du temps de mener ces migrations. Mais une fois qu'on a migré, on a tout d'un coup une longueur d'avance sur plein de choses par rapport à des concurrents, par rapport à des manières de faire en France, puisqu'on va chercher quand même des choses sur un marché qui est beaucoup plus mature que le nôtre. Oui. Donc tu vois, c'est des coups d'accélérateur. C'est des rattrapages un peu presque à la Apple, tu sais, qui n'est jamais le tout premier à sortir un produit, mais quand il le sort, il est vraiment bien, il a été pensé, mûrement réfléchi, et d'un coup, boum, tu étais le premier de la classe, quoi. Ouais, exactement. Et ce mouvement-là de mutualisation des outils pour tous les marchés Condé Nast, il est très fort. Et il touche les plateformes, bien sûr, mais il touche aussi les outils data, la DMP, etc. Et derrière, une fois que tous les marchés ont migré sur ces outils, on a une force de frappe à l'international qui est incomparable. Donc, je pense que la logique, elle est hyper claire. Ça prend un peu de temps. Oui, forcément, parce que là, pour le coup, on parle d'énormes organisations. Si tu regardes au global, donc pour que chaque pays adapte les outils. Donc là, vous allez être sur un CMS éditorial unique pour tous vos titres, c'est ça ? Exactement. Et qui est le même partagé partout dans le monde. Donc tu retrouves tous les utilisateurs, tous les contenus dans toutes les langues, etc. que tu peux utiliser presque comme tu le veux. Enfin après, selon les organisations de contenu, etc. Et selon les règles de syndication, oui. En fait, on est déjà sur Vogue et sur GQ, on est déjà sur un CMS qui est commun à énormément de marchés et qui est le CMS des US. Là, on refait un mouvement de migration qui va aller au-delà de Vogue et de GQ. On va aussi complètement intégrer, pas uniquement le CMS, mais des aspects front sur Vogue et GQ. Donc, d'ici quelques mois, on va vraiment avoir là une cohérence en fait, de plateformes dans plein de marchés. Ouais. Qui ouvre plein de nouvelles opportunités. Oui, et puis après, de logique toujours de mutualisation, tu vas plus vite derrière pour changer. Dès que tu as un nouveau front aux US, il peut être déployé pour tout le monde. Ça peut aller. Et donc tout ça est piloté par les équipes US, tout est fait in-house, comme on dit, par les équipes en interne chez Condé Nast. Exactement. D'accord, donc ça doit être des beaux projets aussi à suivre. On est en contact avec les équipes produits, les équipes tech US, internationales, tous les jours. En permanence, quoi. Ouais. Ça doit faire des belles réunions avec des beaux décalages horaires aussi, ça doit être sympathique. Et le headquarter, c'est New York, hein, je crois. Le headquarter est à New York et à Londres. D'accord.
Bon, donc ça va quand même quand c'est Londres. On parlait un peu alors pour continuer sur les titres, vous n'avez pas de pure player en France en tout cas. Donc ça revient peut-être à ma question de tout à l'heure, mais est-ce que c'est un choix qui s'est fait au cas par cas, ou est-ce que c'est historiquement parce que c'est assez simple, enfin c'est un peu plus simple de lancer un pure player que de lancer un titre avec du print, effectivement, où tu as toute la production. Tu saurais dire pourquoi il n'y a pas de pure player en France chez Condé Nast? Écoute, je pense que toutes nos marques, elles ont une legacy, un historique qui est une vraie richesse. Vogue à 100 ans... c'est fou ça. C'est fou. Ouais, c'est fou. Donc on capitalise aussi sur des marques qui sont hyper fortes. Après, ça ne veut pas dire que demain, justement, quand on parlait là, des lancements de marques, on ne lancerait pas une marque sous un modèle de pure player. Mais aujourd'hui, ça ne s'est pas fait. Mais il n'y a aucune interdiction autour de ça. En fait, c'est vraiment... même pas une question de maturité techno ou marketing ou d'usage. Non, ça va être vraiment une réflexion sur le business model. Est-ce que c'est plus intéressant d'être sur un modèle de pure player? Est-ce que d'avoir un magazine print papier, ça apporte plus? Enfin, c'est vraiment des réflexions stratégiques au cas par cas et qui peuvent être assez différentes d'une marque à l'autre. Ouais, je peux comprendre. On l'a un peu évoqué, 2020, année de crise. Donc il y a des titres qui sont bien sortis, hein, tu l'as dit, c'était Vogue et AD. Pour Glamour, c'était plus compliqué. Je l'ai lu dans la presse, notamment sur Stratégie. Vous en êtes tout de Glamour? C'est quoi la situation officielle? C'est fermé? Vous arrêtez? La marque Glamour est arrêtée en France. D'accord. Donc on a fermé. Après 2020, ça a été une année, donc je parlais de la diffusion print pour AD et Vogue, mais ça a été une année exceptionnelle sur les audiences numériques pour l'ensemble des marques. Ouais. On a eu des taux de croissance sur nos audiences numériques incroyables. Les derniers chiffres médiamétrie, c'était plus 127% pour Vogue, plus 187% pour GQ, plus 157% pour AD, plus 75% pour Vanity Fair. Donc on a vraiment une croissance hyper forte sur les audiences numériques. Et tous les médias, hein, enfin, c'est pas que nous, mais on a vraiment fait mieux que tout le monde. Ouais. Parce qu'on a eu un facteur d'accélération assez phénoménal en 2020 sur les audiences numériques. Donc, c'est quoi les drivers? Parce qu'on me pose souvent la question. Oui, bien sûr. Alors, déjà, c'est uniquement organique. Hein. On n'a pas du tout fait d'acquisition payante. De paid. C'est pas du tout notre modèle. C'est les gens qui étaient plus à la maison, retrouvaient pas forcément leur magazine en kiosque parce que c'était fermé et donc venaient spontanément sur les sites. Je pense qu'on a eu une très bonne adaptation de nos lignes éditoriales par rapport aux besoins des utilisateurs. On l'a vu par exemple sur Vogue, c'était très intéressant les premiers mois du premier confinement. Les gens avaient vraiment envie d'avoir de l'information liée au fait qu'ils étaient coincés chez eux. Donc on a lancé des initiatives From Home with Love. Enfin voilà, on a fait parler aussi des artistes, des gens proches de Vogue sur comment est-ce qu'ils vivaient à ce moment-là. Et puis à partir de juste avant l'été, on a vu une volonté en fait des utilisateurs de retrouver des contenus beaucoup plus inspirants. Des contenus qui les faisaient rêver, retrouver de la mode, retrouver du lifestyle, du voyage, etc. Et le fait de s'adapter comme ça à ces attentes, je pense que ça a aussi été un gros facteur de succès. Donc il y a eu tout un travail éditorial pour essayer de garder un peu la compréhension de comment nos audiences vivaient cette période et comment est-ce qu'on Qu'est-ce qu'elles venaient chercher, est-ce que vous pouviez leur offrir? Exactement. Et là, je tiens vraiment mon chapeau aux rédactions parce qu'elles sont restées super proches de ça. On les a nourries, bien sûr, avec de la data, avec la compréhension des attentes des audiences. Mais elles ont vraiment adapté la ligne, adapté les sujets, etc., en fonction vraiment des périodes, parce que 2020, ça a été plusieurs périodes différentes. Oui, exactement. C'est exactement donc, ça. ce côté adaptation, je pense que c'est un vrai facteur de succès. Après, on a aussi changé des choses dans notre manière de travailler avec les rédactions. Entre l'équipe qui s'occupe plus de l'audience, l'équipe data et les rédactions. Donc ça, c'est un énorme accélérateur. Aujourd'hui, en fait, au sein des rédactions digitales, on a des points d'entrée, en fait, des journalistes qui prennent un peu une casquette en fonction des différents leviers de trafic. Donc que ce soit le search organique, Facebook ou même sur des formats, la vidéo par exemple. Donc ça facilite aussi
la manière de travailler, l'intégration, le côté beaucoup plus collaboratif en fait. Alors, c'est-à-dire, pardon, comment c'est organisé? J'essaie de bien comprendre. Il y en a un qui est responsable du trafic qui vient des moteurs de recherche, un journaliste. Un journaliste va prendre une casquette un peu de chef de projet. Ouais. Je ne sais pas s'ils aimeraient que j'utilise ce mot-là. sur le SEO et va vraiment travailler avec les autres équipes plus expertes, que ce soit la data, que ce soit les équipes audience, à surveiller ce levier-là. Donc c'est pas lui qui Donc va... pour essayer de bien comprendre, pour voir le type de trafic ou le type de requête qui vient, si je prends l'exemple du SEO, et pour pouvoir derrière dire aux autres journalistes, voilà un peu le type de tendance, de requête qui font que les gens viennent. Qu'est-ce qu'on fait en face pour encore l'augmenter, optimiser? Quel type de contenu on peut faire? Alors ça, on le fait de toute manière avec tous les journalistes. Ça, c'est la base. Ouais, et ça prend quelle forme? Là, c'est un dashboard, c'est un newsletter? C'est un dashboard, c'est des tableaux Excel, c'est des outils auxquels les journalistes ont accès et qu'ils utilisent tous les jours pour comprendre le search intent, Ouais. les keywords, ou même les sujets qui fonctionnent sur Facebook. Donc ça, déjà, c'est déjà pas sur une personne. Ça, c'est vraiment tout le monde. Tout le monde qui fait ça. La personne qui va prendre plus la casquette Facebook ou la casquette Organic Search, elle va, plus travailler avec l'équipe audience à vérifier les performances. Et elle va en effet avoir un rôle plus de coordinateur au sein de la rédac pour dire, bon, bah, hier, on a fait ça, ou la semaine dernière, on a fait ça comme perf. Il faudrait peut-être qu'on tente ça, il faudrait peut-être qu'on teste ça. Voilà, elle nous sert en fait à vraiment imprégner en fait le reste de la rédac de certaines recommandations qui vont être plutôt data-driven, tu vois, Ouais. et de mieux fonctionner avec l'ensemble de la rédac. Et ça, c'est hyper intéressant. Et les journalistes le font... Enfin, faut trouver un peu les champions, parce que souvent, c'est des profils un peu tech-savvy, ou enfin des gens qui aiment bien ces sujets-là. Vous faites comment pour les trouver? Tu vois ce que je veux dire? Souvent, les journalistes ont un peu de mal là-dessus, et on pourrait imaginer justement que chez Condé Nast, ce soit peut-être plus dur de trouver ce type de profil où les gens travaillent à la fois sur le print, etc. Ce soit peut-être pas forcément sur... Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Et vous les trouvez facilement, ces journalistes-là? Alors, aujourd'hui, chez Condé Nast, nos équipes éditoriales digitales, elles ont déjà ces compétences-là. Donc, Ouais. Qui va prendre la casquette Facebook, la casquette vidéo, ça va se Pour faire... eux, c'est très spontané. Ouais. Ouais, ça se fait vraiment en fonction de leurs envies déjà. Ouais. Tu vas pas forcer les gens. Et en c'est fonction déjà bien. de leur parcours, de leur expertise. Sur Facebook, pour donner un exemple, on a encore beaucoup de trafic, nous, qui vient de Facebook. Tu sais combien? Parce que je lisais justement un article ce matin et que c'était, mais pour certains éditeurs, moins de 1%. Facebook, c'était plus du tout une source de C'est trafic. pas du tout notre cas. C'est pas du tout votre cas? Non. Vous êtes encore très fort là-dessus? Moi, ce que j'essaye de faire, c'est qu'on ait quand même un certain équilibre. Parce que ça me stresse d'être dépendant. Ouais, non, mais t'as bien raison. Surtout d'être dépendant d'une seule source. de grosses plateformes, ça peut être... Donc le modèle idéal, tu vois, c'est d'avoir 30% qui vient de Facebook, 30% qui vient du search organique et 30% qui soit plus des leviers directs ou des agrégateurs. Voilà. Et dans le search organique, maintenant, on a beaucoup de Google Discover. D'accord. Donc garder cet équilibre, c'est l'idéal. Après, selon les périodes, selon les marques, on peut être beaucoup plus fort sur un ou l'autre des leviers. Voilà, c'est ça Okay. un peu Ça, c'est intéressant. 30%, ça reste des super scores. En fait, je pense qu'on a des marques qui sont fortes en social. Oui, c'est peut-être la simplement. typologie de contenu, tu vois, de presse féminine, Et puis, mode, je pense lifestyle. Est-ce que ça s'imbrique bien peut-être sur les réseaux sociaux? Il y a ce côté-là, clairement, les sujets qu'on traite, qui ont un écho sur les réseaux sociaux, l'envie de partager un très beau visuel ou une vidéo qui est très chouette. Mais je trouve aussi qu'on travaille très bien ces réseaux, en fait. On travaille très bien ces réseaux et c'est pas forcément des expertises dont on parle très souvent. Et toi-même, tu disais, Ouais. Je suis pas sûre chez Condé Nast. Non, mais voilà, je pense par que exemple, tu vois, sur Facebook, on est très attentif à publier des posts liens et des contenus natifs parce qu'on sait que les contenus natifs vont favoriser le reach. Je pense qu'il y a peu de médias qui le font de cette manière-là. Non, ça a été un peu abandonné, tout ça, en se disant, voilà, on ne veut plus le faire, ça marche pas bien, etc., les formats natifs. Voilà, et donc, on se ça contente marche de très bien chez nous. Bon, Donc, bon, après, on a aussi la matière, parce que quand on parle de contenu natif, il y a beaucoup de très belles photos aussi chez nous, de
d'archives, de choses qu'on peut publier qui tout de suite ont un impact sur les réseaux. Ouais, et qui ne sont pas anxiogènes et qui passent toujours par des algorithmes. Enfin, voilà, c'est quelque part... voilà, il n'y a aucun obstacle, etc. Tout marche assez bien là-dessus. Et puis sur les autres réseaux, tu vois, sur Instagram, on est super fort aussi. Bon, ça, c'est très lié au positionnement de nos marques, mais AD, on a plus d'1 million de followers sur Instagram. Pour AD France. AD France. Ouais, donc ça, c'est une énorme caisse de résonance. Vogue Paris, 7 millions. Ouais, c'est des des grosses chiffres, communautés. Ouais. Et vous arrivez un peu à monétiser ça, justement. Enfin, c'est du trafic qui vient. Les gens ne font pas que consommer sur Instagram, viennent sur le site. Tu as des vrais leviers là-dessus? Alors, c'est pas notre source de trafic principale, mais c'est une source qu'on travaille par les stories, par certains posts dans le feed pour essayer de ramener sur les sites. Et après, en termes de monétisation, on a pas mal d'opérations spéciales dans notre revenu publicitaire digital, pas uniquement, mais on en a beaucoup. Et c'est vrai que du coup, ce sont des canaux d'amplification et de visibilité qu'on vend aux annonceurs. Ouais, ça forcément, quand tu as des belles communautés comme ça, ça doit être pas mal. Une seconde sur Glamour, j'avais pas fini. La presse féminine, quand même, elle est. Alors, on le voit là sur les réseaux sociaux, pour le coup, ça marche très bien. Mais malgré tout, est-ce que tu sens qu'il y a une gueule de bois de la presse féminine? Je reprends l'exemple tout à l'heure de Grazia, Closer, etc., donc, qui ont été rachetés. C'est plus compliqué, tu penses, pour la presse féminine globalement que pour un autre type de presse? C'est une question qui est difficile parce que la presse féminine, c'est encombré. Il y a beaucoup de titres, il y a des propositions éditoriales très différentes. Donc je pense qu'un peu comme pour n'importe quelle thématique, il faut cultiver sa différence. Donc, sa proposition de valeur. Voilà, sa proposition de valeur. Donc comment est-ce que tu fais ça? C'est toujours possible, je pense, parce qu'il y a quand même pas mal d'attentes de lecteurs ou d'utilisateurs qui ne sont pas forcément remplies. Mais voilà, il faut cultiver sa différence, c'est la seule manière de s'en sortir, mais ça s'applique à la presse féminine comme à plein d'autres domaines. Hein, donc, c'est vrai que effectivement, c'est pas que c'est un cas particulier, la presse féminine, mais j'ai quand même l'impression que ça a été un petit peu plus dur. Et Glamour, il n'y avait pas possibilité, désolé, je veux pas passer mon temps sur Glamour, mais en même temps, ça fait partie aussi de la vie d'une entreprise, de le mettre en pure player pour le coup, parce que j'imagine que vous aviez des belles communautés là-dessus. C'est pareil, c'est des contenus qui se partageaient bien. Là, c'est pareil, c'est un rationnel économique. Vous dites, plutôt que de mal faire que sur le digital, on préfère arrêter et se concentrer sur le reste. Exactement. C'est ça. Parce qu'on est d'accord que Glamour, il y a encore des belles choses, il y avait encore des belles choses à faire, etc. Mais c'est une question vraiment de focus. C'est une question de focus. C'est aussi des décisions internationales. Glamour s'est arrêté aussi en Italie. Donc voilà, ça a été un gros focus, et un gros focus aussi drivé par des décisions internationales de se concentrer sur une autre partie du portefeuille des marques. Ouais, j'imagine. En parlant d'international, un sujet qui m'intéresse, c'est... quelle part de syndication de contenu parce qu'en fait tu peux faire un magazine si tu fais donc une licence, tu as le même magazine qu'aux US, prendre l'édition du mois, traduire et puis tu fais ton magazine. Ça a assez peu d'intérêt. Après il y a ce qu'on appelle la localisation, c'est vraiment l'adapter au contenu. Puis après il y a la pure création. Comment est-ce que vous organisez un petit peu cette production éditoriale entre ce qui se fait aux US, ce que vous faites pour avoir votre patte? Alors, oui, c'est intéressant comme sujet. En fait, souvent, on a le sentiment que chez Condé Nast, on syndique énormément parce qu'on a des belles marques internationales. Et en fait, quand tu rentres un peu dans le détail, le positionnement éditorial des marques est assez différent d'un pays à l'autre. Vogue Paris n'a pas tout à fait le même positionnement que le British Vogue, que Vogue aux US. D'ailleurs, les lecteurs ne s'y trompent pas. On a une partie de notre lectorat qui va lire les éditions des différents pays. D'accord. Parce que c'est pas le même regard sur la mode, c'est pas la même approche. Il y a vraiment une touche, pas artistique, mais quelque part... Une touche locale, plus qu'une touche, je pense. Ouais. Il y a vraiment un positionnement éditorial local qui est fort. Et c'est ça aussi qui fait le succès de ces marques-là. Donc, c'est hyper important de le conserver. Et bien sûr, on a des possibilités de syndiquer des contenus. C'est aussi la force du modèle de Condé Nast. Mais finalement, la part de contenu syndiqué, que ce soit sur les magazines ou en digital, elle est plus faible, je pense, que ce que les gens perçoivent.
projettent. Oui, c'est plus une projection en se disant spontanément, c'est une traduction du magazine US. Non, c'est carrément pas ça. Vous repartez de zéro et vous composez. Si un article est intéressant, vous pouvez le prendre et le traduire. Mais pour le reste, vous avez une totale liberté locale. Tout à fait. Ça, c'est, je pense, bon de le rappeler parce que ces notions un peu de ces sujets de liberté éditoriale et puis de se dire que c'est vraiment, c'est pas le même magazine qui est poussé partout, c'est vraiment, il est propre. Et puis dans le plus pour le numérique, tu vois, dans l'acte de syndiquer des articles et des contenus, il y a un vrai choix aussi de la part de la rédaction locale. Ouais. Certaines choses vont être syndiquées, d'autres non. Et puis après, tout n'est pas non plus disponible à la syndication. Il y a des histoires de droit, il y a des histoires de territoire. Donc il y a en tout cas ceux qui sont à la manœuvre, c'est vraiment l'équipe éditoriale locale qui va décider justement du positionnement, de ce qu'elle va syndiquer, pas syndiquer, etc. D'accord. Et il peut y avoir forcément des débats, il doit y en avoir, mais tu dois soumettre ton chemin de fer ou tes sujets à l'international ? Non, tu soumets pas pour validation, mais par contre, ce qu'on essaye de favoriser de plus en plus, c'est des logiques de collaboration. Donc des logiques de partage, des logiques même de partage de best practice, de comprendre quels sont, tu vois, moi sur la partie plus digitale, quels sont les sujets qui fonctionnent en en Italie, au UK, c'est hyper intéressant. De comprendre quels sont les articles qui ont le mieux fonctionné par plateforme, etc. C'est un vrai insight. Donc ça, c'est des choses qu'on regarde, qu'on travaille. Et puis après, sur le print, il y a des logiques de collaboration qui peuvent se faire aussi sur des numéros spécifiques. Tu vois, le dernier numéro de Vogue était autour de la thématique de la créativité pour toutes les éditions dans le monde. Et là, c'était voulu, c'était une espèce, fait un numéro spécial tous ensemble et le meilleur de tous les pays, etc. Mais chaque pays réinterprète la créativité, la thématique à sa manière. Ouais, ça c'est cool. Et vous pouvez pas faire derrière une espèce de méga numéro ou un truc un peu événementiel, parce que j'imagine que ce qui a été dit dans d'autres pays peut intéresser tout le monde, mais n'est pas disponible dans sa langue. Par exemple, on a fait un article sur le site qui reprenait les couvertures du numéro créativité dans tous les pays, et c'est assez intéressant de voir la manière dont les différents pays l'ont traité. Ouais. Ne serait-ce que sur l'ADA, etc., ça doit déjà dire pas mal de choses. Oui, donc plus qu'une logique de entre guillemets de contrôle, et c'était pas ça mon point, c'est plutôt une logique de collaboration et qui est permise par les outils dont on parlait, et puis se dire plus on travaille ensemble, plus ce sera riche en fait quelque part. Exactement. Donc on partage de plus en plus. On partage de plus en plus, on a des outils qui nous permettent de partager, on a des discussions aussi, parce que ça passe pas que par les outils. Ouais. Donc voilà, il y a de plus en plus de partage, et je pense que ça va clairement s'accélérer, ça fait partie du modèle. D'accord. Oui, au moins profiter d'être un groupe, etc., pour pouvoir un peu innover. On arrive un peu à la dernière partie de cet épisode. Je voulais parler donc diversification et innovation qui peuvent potentiellement être liées. Donc tu le disais un peu au début, historiquement, vous avez deux modèles de revenus, c'est l'abonnement et la publicité. Je pense que c'est toujours vos deux grandes lignes de revenus, mais est-ce que vous avez testé d'autres choses ? Est-ce que tu as quelques use cases depuis que tu es arrivé, toi, en 5 ans, de choses qui ont bien marché ou de diversification sur lesquelles tu sens vraiment que ça prend, quoi ? Donc on a clairement, avec cette année 2020 qui a été compliquée sur les revenus, on a clairement lancé plusieurs initiatives pour développer ce que nous on appelle le consumer revenue. Donc tous les revenus qui vont être liés aux utilisateurs ou aux lecteurs. Le premier axe, c'est clairement l'abonnement sous une forme d'abonnement numérique enrichi. Clairement, on a besoin d'avoir des offres d'abonnement numérique. Parce que jusqu'à présent, vous ne les aviez pas ou elles n'étaient pas claires entre le print et le numérique, toujours un peu une confusion. En fait, jusqu'à présent, on pouvait s'abonner pour accéder au magazine en PDF, mais on n'avait pas vraiment une offre éditoriale réservée aux abonnés sur le numérique. Ouais. Ce qui est un vrai gros sujet. Qui n'est pas que du marketing en plus. Exactement. Donc là, on l'a lancé sur GQ en pilote. D'ailleurs, on est le premier, un des premiers pays en Europe à le faire. Et le modèle qu'on a choisi, c'est vraiment de se dire qui sont nos abonnés, qu'est-ce qu'on peut leur offrir en plus sur le numérique,
qui vient en complément en fait du magazine papier et comment est-ce qu'on peut faire une offre d'abonnement vraiment à forte valeur ajoutée pour nos abonnés. Donc on l'a lancé en septembre ou octobre dernier. Aujourd'hui, c'est beaucoup dans une application mobile, ces contenus-là, parce qu'on attend justement cette fameuse migration pour avoir le nouveau front, des outils type paywall sur le site qui nous permettent de convertir l'audience vers cette offre-là. Mais déjà, les résultats sont super encourageants, même si on n'a pas encore tout le dispositif qui nous permet d'avoir un parcours client très fluide. Voilà, un truc très similaire. Les résultats sont assez incroyables. On doit être à plus 45%, je crois, d'abonnements depuis qu'on a lancé cette offre. Et c'est un abonnement, ce qu'on dit un peu intégral, c'est-à-dire que je m'abonne en fait à GQ. Je peux m'abonner. Et j'ai à la fois le magazine et le contenu digital. C'est ce qu'on pousse. Maintenant, il y a aussi une formule uniquement numérique, 100% digital. On pousse le bundle. Oui, évidemment. Mais on peut aussi s'abonner du coup à GQ uniquement en digital avec tous ces contenus. Et je retrouve quand même l'ensemble des contenus. Parce qu'en fait, on peut se dire qu'au-delà de proposer une offre éditoriale exclusive au digital, il suffit de mettre, c'est peut-être une question un peu candide, mais tous les contenus du magazine sur le site et en se disant je m'abonne à GQ et je peux le lire sur le site ou le lire sur le magazine ou PDF, peu importe en fait. On a voulu aller plus loin, c'est-à-dire qu'on a à la fois travaillé une version numérique du magazine qui soit beaucoup plus riche et intéressante en termes d'expérience qu'un PDF. Le PDF, c'est un peu décevant quand même. Et on a voulu vraiment aller plus loin. On a travaillé en fait autour de 3 verticales. On a travaillé autour du style, clairement, qui est dans l'ADN de la marque GQ de manière très forte, le food et le sport. Et on a inventé des formats plus riches en termes d'expérience. Donc, il y a beaucoup de vidéos. On a des vidéos recettes, on a des vidéos coaching fitness qui ont extrêmement bien fonctionné, forcément, quand les salles de sport étaient fermées. Voilà, et les gens chez eux. Voilà, on a des podcasts, on fait des masterclass. On a fait une masterclass récemment avec Nikos. Voilà, il y a des contenus qui sont plus riches. Et c'est ça aussi la valeur. La valeur, elle est dans l'expérience. Donc, dans la proposition éditoriale, bien sûr, mais aussi dans la forme que ça prend en termes d'interaction avec la communauté. D'accord, donc une étape plus loin quand même que le simple abonnement intégral où je retrouve les mêmes contenus découpés. Exactement. Et tout ça, toutes ces masterclass, toutes ces vidéos, c'est contenu dans l'abonnement, parce que j'imagine que c'est quelque chose justement que tu pourrais monétiser par ailleurs. En fait, à partir du moment où tu as ton trafic, etc., tu pourrais vendre des masterclass, tu pourrais vendre des guides de style, etc. Comment vous avez mis le curseur et qu'est-ce que vous faites sur justement un peu cette diversification ? Alors là, c'est vraiment une offre d'abonnement enrichie, donc il faut être abonné pour pouvoir y accéder, donc on le monétise de cette manière-là. Après, on a d'autres leviers dans la diversification. On a notamment le levier des événements, clairement. Des événements qui sont en train de se virtualiser à grands pas, de force, quelque part. Donc on a pas mal de choses intéressantes qui vont arriver en 2021 autour de ce sujet-là, notamment un événement sur Vogue qui s'appelle Vogue Experience, qu'on faisait en physique jusqu'à présent, qui est en fait pendant 2-3 jours, en fait, on accueille des personnes de la communauté de Vogue et elles passent au travers d'un parcours avec différents ateliers sur la mode, sur le style, sur la beauté. Elles rencontrent la rédaction. Donc des utilisateurs, des abonnés, qui etc. achètent un ticket. Voilà, et qui viennent. On faisait ça dans un très bel hôtel particulier. Donc là, on est en train de travailler sur la virtualisation de cet événement-là. Parce qu'il peut y avoir des trucs assez cool à faire aussi. C'est très cool. Il y a plein de... Non, mais tu vois, parce que je dis, dans la rédaction, même si c'est caméra, mais ça peut être interactif, être dans des confs de rédaction. On travaille pas mal du coup sur des logiques assez immersives, parce qu'on veut vraiment rendre l'expérience assez inoubliable en fait. Des logiques un peu de gaming aussi, pour que ce soit agréable pour l'utilisateur. Et ce seront des événements payants, donc il faut qu'ils aient une très forte valeur, et qu'on fait aussi en partenariat avec des marques, bien sûr. Donc c'est un double modèle, à la fois le ticketing et à la fois le sponsoring d'un annonceur. De brand content, c'est pas mal ça. Donc ça, c'est un peu la direction sur l'événement. Et puis on a 2 autres leviers qui sont plus récents. On a lancé un e-shop sur Vogue, donc on vend des vêtements. Donc ça, c'est pareil. Et c'est bien intégré parce que tu sais, pour avoir pas mal parlé, c'est un sujet qui m'intéresse, la diversification sur le e-shop. Tu le sais, il y a plein de médias qui l'ont fait, qui se sont plantés. Et souvent, je pense qu'un des facteurs de succès, c'est vraiment l'intégration de cette boutique dans le e-shop. C'est-à-dire que tu peux avoir des produits qui sont très intéressants, mais qui ne sont pas forcément
directement sur le média, donc une espèce d'acceptation quelque part de la rédaction, qu'on le fait, qu'il l'assume et qu'il peut le mettre en avant. Est-ce qu'aujourd'hui, je suis pas allé voir sur le site, mais est-ce que c'est bien mis en avant ou est-ce que c'est une espèce de marketplace un peu ailleurs et puis on Alors, verra. la particularité, c'est on produit les vêtements. Ah, donc ça, c'est ok, c'est pas une marketplace, c'est pas des vêtements choisis en marque blanche, vous les produisez, vraiment? On les produit vraiment, D'accord. je t'assure. Donc en fait, c'est un modèle qui existait en Allemagne et on l'a adapté. Donc on a un onglet sur le site qui est le shop. Tu tombes sur un site avec la techno Shopify et tu vas trouver des sweatshirts, des hoodies, des t-shirts logotypés Vogue, mais qu'on produit, donc qu'on design. On a un producteur en fait au Portugal. On a fait très attention à la logique de production, coton organique, sustainable dans son process, etc. Donc aujourd'hui, on l'a lancé très récemment. Aujourd'hui, on a plutôt des pièces qui sont valables dans d'autres pays, donc une production globale. Et là, on est en train de travailler avec la rédaction sur une collection locale. Ça, c'est vraiment cool. Et alors, je pousse le truc, mais c'est vraiment... vous connaissez le producteur, tu connais les designers en interne qui le font. Vous êtes vraiment dans une logique intégrée. Ça va plus intégrée. loin, parce que la collection locale là, sur laquelle on travaille avec Emmanuel Alt, c'est vraiment la rédac, c'est Emmanuel qui va choisir le design, qui va choisir les matières, qui va choisir les couleurs. On organise la production. Donc, on est un e-commerçant sur un petit business encore. Une espèce de DNVB, quelque part, c'est vous produisez. Non, ça, c'est hyper intéressant. Et les premiers résultats sont super encourageants. Alors, on apprend en marchant. Oui, donc oui, on a je suis pas en train de problèmes de out of stock. Ouais. Mais c'est des bons problèmes, c'est des problèmes de riches. Problèmes, un peu, voilà. Mais c'est vrai que c'est super encourageant et on n'a pas encore vraiment lancé ça de manière, très très visible. On a voulu vraiment régler aussi tout ce qui est fulfillment, logistique, etc. Ce sont des métiers en soi. Exactement. On s'appuie beaucoup, bien sûr, sur l'Allemagne qui a énormément d'expertise là-dessus, puisqu'ils ont lancé cet e-shop il y a presque 2 ans maintenant. Ouais. Donc voilà, on y va, on test and learn, etc. Mais je pense que le gros moment de visibilité, c'est quand on lancera la collection Vogue Paris, bien sûr. Ouais, et c'est très cool. C'est vraiment, tu vois, je te disais, et je pense que si c'est fait par en interne par la rédaction d'un truc local, forcément, ils seront fiers d'en parler, de le mettre en avant, etc. Et tu casses un peu cette barrière dont je parle. Souvent, les journalistes, quelque part, pour un peu schématiser, détestent ce côté un peu mercantile où tu as du contenu tu prends le trafic pour l'emmener vers un site. C'est quelque chose qui passe des fois assez mal. Alors que vous êtes totalement dans cette logique, je reprends sur GQ, pour faire de l'affiliation, pour pousser des produits, des guides de style, etc. C'est un truc que vous devez totalement assumer et embrasser et mettre en avant sur le site. En fait, je pense que c'est lié à plusieurs choses. C'est déjà des attentes des utilisateurs. Ils adorent les contenus shopping, en fait. Oui, quand tu viens sur ce genre de magazine, je veux avoir... Tu cherches ça. Ouais. Et d'ailleurs, c'est aussi une de nos forces sur les aspects publicitaires, parce qu'on a des lecteurs qui aiment la pub. Oui, tu vois, il y a une attention portée aux annonceurs qui sont dans les magazines, etc., aux actualités des marques, aux nouveautés qui peuvent sortir, qui est très forte. Donc déjà, ça c'est un premier point hyper important. Et puis après, je crois que l'œil de nos rédactions, la curation en fait d'une sélection de blousons, de sneakers, etc. Elle fait partie de votre proposition. Exactement, c'est une vraie valeur. Proposition de valeur. Et en effet, tu fais bien de parler d'affiliation sur GQ. On a lancé un pilote aussi sur GQ autour de ça. Et on l'a complètement intégré à la rédaction. Puisque la valeur, c'est la curation. Exactement. Donc, il faut que la sélection de sneakers, elle ait été validée par la rédaction pour que c'est de la valeur. Si on faisait ça de manière complètement séparée de la rédaction, là, on n'est plus dans notre modèle. Exactement. Et puis, je pense que ça se sent quand tu es utilisateur, que c'est un truc qui a été mis un peu, que je vais exagérer, mais un peu comme une verrue quelque part, très opportuniste, ça passe pas. Alors que si t'as un journaliste qui te parle d'une paire de sneakers et que tu peux l'acheter directement et que c'est assumé qu'il y a de l'affiliation, etc. Et que c'est transparent pour le lecteur. Exactement, alors que c'est transparent pour le lecteur. Moi, je trouve ça cool. Enfin, tu vois, et plus c'est intégré dans le design du front, dans l'article, plus ça a des chances que ça marche. Et là, typiquement, sur un sujet comme l'affiliation, l'aspect international de Condé Nast, c'est une aide énorme. Aujourd'hui, le business de l'affiliation au UK, aux US, il est gigantesque.
Nous, on démarre, on est tout petit, mais tu on vois un a peu énormément où de il veut aller, learnings. quoi. Voilà. Et puis, on peut discuter très facilement avec eux. On organise un call, on comprend ce qui marche, comment ils sont organisés, c'est quoi les facteurs de succès. Donc, on bénéficie de toute leur courbe d'expérience, ce qui nous permet d'aller plus vite. Ouais, d'éviter un peu tous les faux pas. Bon, vous en aurez quand même, parce que forcément, chaque pays a un peu ses spécificités, mais ça devrait vous permettre, à mon avis, effectivement, d'accélérer, d'aller plus vite qu'un groupe qui est isolé. C'est la force du groupe. Quelque part. Super, on arrive à la fin de cet épisode. Est-ce qu'une dernière chose qui est pour toi en 2021, 2022, les grandes tendances dont vous allez vous inspirer ou des choses qui tu penses vont arriver dans la presse? Tu parlais un peu de virtualisation des événements. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu vois venir? J'ai eu un call là, avec des équipes justement internationales il n'y a pas très longtemps sur les attentes des différentes générations de lecteurs et d'utilisateurs. C'était très intéressant, par exemple, sur tout ce qui est la génération alpha. Ouais. Les 2 plus grosses attentes en termes d'expérience, c'est tout ce qui est immersif, le gaming et la voix. Donc, tu vois, ça, c'est très inspirant, je trouve. Ouais, c'est des choses vers lesquelles... Bah oui, tu vois un peu la voix, le podcast, Clubhouse, etc. Spaces qui vient d'être lancé par Twitter. Voilà. Donc, voilà, je pense que c'est des choses qu'on va continuer d'explorer. Les podcasts, par exemple, pour Vanity Fair, nous, c'est un format qu'on trouve particulièrement adapté à cette marque-là, parce que c'est des récits longs, c'est la narration, du temps un peu voilà, long. On est en train de tester plein de choses. On a fait des choses sur Gainsbourg. On a un podcast qui s'appelle Écoutez les filles, où en fait on laisse la parole à des jeunes chanteuses. Voilà, on a plein d'initiatives qu'on va tester. On va regarder ce qui fonctionne. On va laisser aussi le temps un peu au format de s'installer. Oui, trouver exactement. C'est encore un peu nouveau, donc il ne faut pas mettre trop de pression sur la monétisation dans un premier temps. Il faut que ça prenne. Ouais, effectivement, ça fait partie de ces belles tendances. Et puis la vidéo, clairement, parce que c'est pas nouveau, mais c'est un gros mouvement de fond chez nos marques, clairement. Ouais, donc, puis ça monétise mieux, et donc la manière de la mettre en avant, etc. Les stories, aussi pas mal de choses. En 5 ans, tu vois, j'imagine que par rapport à il y a 5 ans, vous ne faisiez pas tout ça, c'est plus excitant aujourd'hui que ça l'était il y a 5 ans? Pour moi, oui. Pour toi, oui. Pour moi, oui, clairement. Et puis, je pense que c'est à la fois plus excitant parce qu'il y a plus de plateformes, plus de formats, plus de types d'expériences à avoir avec les utilisateurs. Et puis, je pense que moi, ce qui est excitant pour moi, là, c'est plus personnel, c'est que mon parcours m'a conduit à travailler beaucoup plus avec les rédactions, beaucoup plus sur des sujets utilisateurs, consumers. Ouais. Et ça, je pense que demain, c'est un boulevard formidable pour les médias. Donc c'est assez excitant. C'est assez excitant. Super. Je pense que tu as raison. Et c'est tout le paradoxe des médias. C'est que je pense que ça n'a jamais été aussi excitant, tellement de choses à faire dans un contexte économique qui n'est pas forcément évident. Mais c'est toujours dans ces moments-là qu'on se réinvente et qu'il faut tester des choses. Merci Violaine, on arrive au bout de cet épisode. Merci de ta transparence sur tous ces sujets-là. Merci à tous et à toutes d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Merci François. À bientôt. Portez-vous bien. Voilà, Mediarama s'achève. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le liker et le partager. Et puis, si vous souhaitez être accompagné par notre agence Cosa Vostra, contactez-moi par mail mediarama@cosavostra.com. Portez-vous bien.